Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon. Et j'ai le plaisir de partager cette émission avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Donc nous allons continuer notre podcast sur le voyage. On avait évoqué le printemps il y a peu, donc symbolisé par les sakuras. Et cette fois, on va enchaîner avec l'autre saison à venir, donc l'été. Pour préparer votre voyage pendant cette saison, il y a pas mal de choses à connaître pour s'y prendre au mieux. Et nous, donc, on va dédier ce podcast à cela. En termes de vocabulaire, on pourrait introduire avec le fait que Rika, c'est le début de l'été, à peu près vers le 5 mai, pour désigner cette saison. Et le terme Natsu désigne la saison elle-même, donc de l'été, à partir de chez nous, en tout cas du 21 juin. Oui, voilà. Le symbole phare du printemps, on y va pour les sakuras. Et pour l'été, ce sera plutôt pour les matsuri, surtout ceux qui vont être nocturnes, puisqu'ils vont être accompagnés de feux d'artifice, donc ce qu'on appelle hanabi. Et donc ça va être très répandu au Japon, dans les villes et dans les campagnes tout au long de cette période. Et ça va être un moment évidemment de convivialité. Et on va attendre la tombée de la nuit pour s'amuser et profiter de l'air un peu moins chaud le soir. Oui, voilà. C'est vraiment le symbole festif de l'été. Pour éclaircir un petit peu sur la durée de cette saison, donc l'ancien calendrier japonais, lui, il considère donc évidemment que c'est la deuxième saison annuelle et qui vient donc après le printemps. Selon cet ancien calendrier, la période dure du 5 mai au 6 août environ. Et donc cette période, elle va être caractérisée par les premières récoltes comme le thé par exemple. Oui, ce sont les récoltes les plus qualitatives qui arrivent, donc les first flush. Et en plus de ça, tu me disais tout à l'heure que c'était les premières pousses qui sont aussi vendues les plus chères, peut-être les plus précieuses, on va dire. Oui, c'est ça. Il y a aussi d'autres pousses comme celles de bambou qui vont être juste sorties de terre et qu'on aime bien manger là-bas. Exactement, ouais, c'est tendre, c'est tout neuf et c'est très bon dans l'assiette. Et autre caractéristique pour cet été, au Japon, ça va être le retour à l'observation des insectes que les enfants aiment bien apprécier justement du regard là-bas. Exactement, et qu'ils aiment bien aussi observer dans des boîtes et puis après ils les relâchent dans la nature. Et enfin, on va pouvoir aussi évoquer la fameuse intensification de la pluie et de l'humidité dans l'air avec ce vent chaud qui arrive. Oui, voilà, l'été au Japon, vous verrez, il fait chaud, il faut le dire, et il y a un peu de pluie, on en parlera après. Tout ça n'empêche pas quand même de profiter de son voyage au Japon. Ah oui, c'est pour ça qu'on fait un podcast, c'est quand même pour vous donner envie de prévoir votre séjour aussi au Japon. Et comme on le dit de temps en temps, le Japon, ça se pratique aussi selon les saisons. Donc si vous l'avez fait en hiver ou au printemps, eh bien un voyage au pays du soleil levant en été sera encore différent. Exactement. Pour les dates, selon le nouveau calendrier, on considère donc l'été pour les mois de juin, juillet et août. Et sur Kampai, comme d'habitude, on a une rubrique été au Japon avec plein de fiches destination et des articles connexes. Je ne sais pas si tu peux nous en dire encore un peu plus, Marjorie. Oui, donc on a des articles pour pratiques sur que faire en juin, en juillet et en août. Et on a aussi des articles pour savoir bien se préparer par rapport à la chaleur, par rapport à la météo qui peut être différente de chez nous en Europe. Et on a du coup des fiches destination qui vont avec l'été, et notamment les fiches Matsuri, pour avoir plus de détails sur comment assister à ces événements nocturnes. Donc les principaux qu'on peut rencontrer. Au sommaire de notre émission dédiée à l'été, donc quelles sont les différentes floraisons et les conditions météo de cette période-là au Japon. Donc on va décrire la saison et l'évolution de Mère Nature aussi au passage. En seconde partie, nous verrons les événements de la saison. Donc qu'est-ce qui va pouvoir ponctuer et pimper aussi un peu votre séjour là-bas, parce qu'il y a des événements pour lesquels on va au Japon en été justement. Et enfin, on terminera par les meilleures périodes pour partir tout au long de cette saison. Il y a peut-être des périodes à éviter, d'autres à favoriser. Oui. Et Marjorie, je te propose que l'on attaque cette première partie, donc avec les différentes floraisons et les conditions météo estivales. Donc pour les floraisons, qui vont succéder donc à ces fameux sakura, les touristes ils viennent aussi en masse pour contempler certaines essences. Le début de l'été en juin, c'est une saison qui est touristiquement, on va dire, calme, puisque c'est le début de la saison des pluies, Tsuyu. Et le début de la saison annuelle des typhons. Il faut savoir que donc il y a des typhons au Japon qui ne sont pas forcément sur le territoire mais aussi des fois bien au large. Parfois même il y a des années sans typhon. Mais c'est quand même cette période-là où il peut y avoir ces événements climatiques. Et donc on en reparlera un petit peu peut-être tout à l'heure plus en détail. Oui, l'avantage en fait d'avoir de la pluie, c'est qu'au niveau des floraisons, on a des floraisons estivales qui suivent vraiment celles du printemps et qui sont tout aussi belles à voir. Et
comme on disait, en juin, il y a un peu moins de monde, donc vous pouvez profiter de belles floraisons dans un cadre assez verdoyant et luxuriant, parce que la pluie, ça aide beaucoup la nature à se développer, et tout ça avec un peu moins de touristes. Alors certes, il fait un peu humide, il fait un peu chaud, mais vous avez des magnifiques sorties à faire dans la nature, dans les jardins et dans les montagnes. Et puis comme vous allez le voir, au Japon, c'est quelque chose qui se fait de faire des parcs justement floraux où observer différentes essences dans un certain paysage, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est favorisé dans ce pays. Donc de loin, on n'est pas des experts en botanique, mais on va vous décrire quelques floraisons dans l'ordre chronologique. Donc en juin, on peut parler déjà des hortensias et des iris qui sont très appréciés au Japon. Donc forcément, ils vont être, comme on le disait, mis en valeur dans les jardins japonais. Et c'est aussi des essences qu'on voit souvent depuis longtemps sur les estampes japonaises d'ailleurs. Oui, voilà. Donc l'hortensia ajisai en japonais, c'est vraiment une fleur qui est très appréciée au Japon, comme chez nous un peu en Bretagne où c'est un paysage d'épinal. Au Japon aussi, on a des sites qui sont vraiment reconnus pour ça. On peut citer la ville de Kamakura qui a 2 temples très jolis à visiter en cette période. Donc le Hasedera qui a une partie consacrée aux hortensias et aussi et surtout le Meigetsu-in. Donc c'est un petit temple qui est très peu visité le reste de l'année, mais qui à ce moment-là est couru pour ses hortensias bleues qui sont magnifiques et son jardin intérieur où il y a des iris. Donc c'est très joli. Il peut y avoir un peu de foule. En général, ce sont des Japonais parce que c'est une adresse très connue au niveau national, mais c'est vraiment magnifique à parcourir et on vous le recommande de le faire. Et pour rappel, Kamakura, ça se situe à 1 heure en train de Tokyo, donc en fait, même dans la journée, ça peut se faire en aller-retour sans forcément dormir sur place. Oui, voilà. Et du coup, vous aurez dans toutes les villes, dans tous les sites où il y a des hortensias, ce qu'on appelle donc des Ajisai Matsuri. Donc c'est des événements autour de la floraison des hortensias, donc avec des petits stands yatai comme pour les sakura. Donc on peut pas faire hanami avec les hortensias puisqu'on peut pas s'asseoir dessous et qu'en général le sol étant un peu mouillé, c'est pas très pratique. Mais par contre, vous avez des stands yatai pour manger tout autour, abrités voilà sur des petites tables, etc. Et c'est vraiment sympa, c'est hyper joli. Vous en aurez aussi dans les montagnes, dans les moyennes montagnes. Ça fleurit en abondance sous les arbres, ombragés et avec un taux d'humidité assez important. Et donc on parlait également des iris, ayame en japonais. On va pouvoir observer des jardins dédiés, donc aquatiques dédiés à ces espèces-là, comme par exemple au parc Suigo Sawara Ayame à Katori, à l'est de Tokyo. Également dans le jardin Horikiri Chobuen à Katsushika. Et au centre de Tokyo, à Harajuku, avec le parc Meiji Jingu Gyoen. Et donc, tu en vois d'autres après, peut-être, Marjorie ? Oui, si on va un peu plus dans le Kansai et dans le sud du Japon, on a aussi la petite ville avec des canaux Omihachiman, qui est au bord du lac Biwa, qui a aussi des iris très jolis à voir, et aussi une partie du jardin de Ritsurin à Takamatsu, qui est du coup très très vert à cette période et qui a des touches de fleurs qui sont magnifiques. Donc tous ces jardins, en fait, ils vivent vraiment au moment des iris parce la terre est irriguée avec beaucoup d'eau et donc ça nous fait des floraisons d'iris qui sont très très belles à contempler sur une durée qui est variable en fonction de la météo et donc du volume de pluie, mais qui peut durer quand même quelques jours à quelques semaines puisqu'en général, il y a plusieurs espèces d'iris qui vont fleurir en avance pendant la saison et puis un peu après quelques jours après. Et pour rester dans le thème des espèces aquatiques, mais on va passer cette fois pour les floraisons du mois de juillet et d'août, on a le fameux lotus, hasu en japonais, qui va s'épanouir à la surface de l'eau, des étangs des jardins japonais et de grands pots, vous pourrez le voir dans certains temples, comme au temple Komyoji à Kamakura, encore une fois, l'ancien village au lotus Kodai Hasu no Sato à Gyoda, dans la préfecture de Saitama. Donc oui, Charlie, à Saitama, on peut voir donc un jardin qui abrite à peu près 100 000 lotus anciens. Donc ce sont des graines très anciennes de lotus qui ont été baptisées Gyoda Hasu. Donc c'est vraiment très joli à voir. Donc c'est au nord-ouest de Tokyo. Et puis si vous voulez revenir dans le centre-ville, vous avez classiquement l'étang Shinobasu dans le parc de Ueno qui est recouvert de lotus l'été. Donc tout vert et en fleurs en général en matinée. Et puis vous avez aussi à Uji, donc au sud de Kyoto, le temple Mimorotoji
qui est connu en fait pour diverses floraisons à partir du printemps, notamment avec les azalées, et ça continue aussi l'été avec les lotus. Donc oui, c'est un conseil qu'on vous donne, c'est si vous voulez les admirer ouverts, en fait les lotus, c'est plutôt le matin tôt, quand il fait encore un peu plus frais et que les feuilles, en fait, les fleurs vont s'ouvrir pour récolter l'humidité. Quand il fait un peu plus chaud, elles ont tendance à se refermer. Donc ça, c'est un petit tips si vous avez envie de les photographier en pleine floraison. Ces plantes aquatiques, elles sont associées au bouddhisme, qui est le symbole de la réincarnation, de la pureté, et donc la fleur de lotus, renge en japonais, eh bien on mange aussi sa racine, donc la racine de lotus nommée renkon. Oui, voilà, donc c'est pour ça que vous allez la retrouver un peu partout dans les temples bouddhistes. Le lotus, c'est une fleur qui a une haute symbolique. Pour les reconnaître dans vos plats, les racines, donc c'est ces fameuses tranches, on va dire, qui vont être pleines de trous. Elles peuvent être macérées en tsukemono ou elles peuvent être frites également. Donc oui. On vous le conseille de goûter parce que ça peut être très bon. Ça dépend des palais, mais moi j'aime bien. C'est très typique au Japon et oui, ça vaut le coup d'essayer. Et autre tips enfin par rapport au lotus, c'est pour distinguer le lotus du nénuphar. Donc, bon, comme je disais, on n'est pas botaniste, mais le nénuphar, ça va avoir plus de pétales, ça va plutôt être à ras de l'eau dans les étangs, et ça vire du violet au bleu à peu près. Et pour le lotus, lui, vous pourrez le constater, ça va nettement plus haut. Donc, généralement, la fleur est au-dessus de la surface de l'eau, et ce sera plutôt des couleurs qui vont passer du blanc vers le rose. Oui, le blanc, ça rappelle la pureté pour le bouddhisme, donc c'est plus logique. Et les nénuphars, vous pourrez en voir au Japon, ils adorent le peintre français Monet, et donc il y a plusieurs sites où ils ont refait en fait les jardins de Monet, et donc là il y a des nénuphars. D'ailleurs, Monet qui s'est inspiré du Japon, justement avec le japonisme pour ses peintures. Pour parler d'une autre essence, toujours en cette période d'été avec la couleur jaune, j'appelle le tournesol, donc himawari en japonais. Cherchez cette fleur dans les champs qui vont être cultivés dans les campagnes et qui ouvrent leurs allées au public le temps de la floraison. Donc ça, c'est surtout à Hokkaido qui va être une destination très connue pour ces étendues de tournesol jaune justement. Donc, en plus de Hokkaido, on peut voir aussi donc, des champs de tournesol sur l'île principale du Japon et une destination qui est assez connue car pas trop loin de Tokyo, dans la préfecture de Kanagawa, c'est le champ de tournesol de Zama, donc qui se situe à peu près à 1 heure en train au Daikyu. Et donc là, vous pouvez vous avancer un petit peu dans les allées de tournesol sans jamais abîmer les fleurs, hein, évidemment. On le répète, mais c'est pour la contemplation, donc on ne les cueille pas à la main. Vous pouvez des fois en acheter et cueilli, mais par contre vous ne le faites pas vous-même. Et donc vous avancez sur les champs et vous pouvez vous prendre en photo avec le champ de tournesol en fond ou alors prendre la fleur de tournesol en gros plan, c'est très joli. Et une autre destination, c'est plutôt vers Otsu, donc au parc Nagisa dans la préfecture de Shiga. Il y a des jolis champs de tournesol qui fleurissent et on obtient aussi une vue sur le lac Biwa en fond, donc c'est assez joli. Est-ce qu'on pourra observer dans d'autres champs fleuris aussi de fermes agricoles? Ce sera la lavande que l'on nomme ravenda en japonais puisque ça vient de lavenda en anglais. On en aura également à Hokkaido, comme avec la ferme de Tomita à 2 heures de Sapporo dans la région de Furano. Et on en observera également dans la préfecture de Fukushima sur les pentes extérieures de la grotte de calcaire à Bukumado, à 1 heure à peu près en voiture de Koriyama. Donc ça va être des destinations rurales à faire en voiture. Donc ça, c'est des choses qu'on conseille aussi pour faire aussi du hors des sentiers battus. Oui, voilà. Donc pour le tournesol et la lavande, ce n'est plus des fleurs qu'on va forcément observer dans des jardins japonais ou dans des temples ou dans des sanctuaires. C'est plutôt, côté campagne. C'est lié en fait à l'agriculture locale et ça va être comme chez nous en Provence ou dans des champs en fait cultivés. Vous allez avoir toute la lavande qui va fleurir au moment de la saison et puis tous les tournesols également. Et là, vous pouvez vous avancer dans les allées. Et enfin, dernière fleur que l'on va mettre à l'honneur pour ce podcast, ce sera le dahlia. En japonais, ça se dit daria. Cette fleur annonce l'automne en général, puisqu'elle fleurit plutôt fin août, et donc on va la retrouver dans les jardins et les parcs botaniques du pays, comme par exemple à Akita International Dahlia Garden, près de l'aéroport d'Akita justement. Donc il y a aussi le festival des dahlias au parc d'attractions Grimpa, dans la préfecture de Shizuoka, avec une vue sur le mont Fuji.
Oui, donc ça c'est une floraison qui est un peu moins connue, on va dire, sur le dahlia, mais c'est quelque chose que les Japonais apprécient. Donc c'est le dahlia en petites fleurs, plutôt petites fleurs et plein de couleurs, c'est ça qu'ils vont apprécier. Et puis une dernière fleur aussi que les Japonais aiment beaucoup, c'est les belles de jour, donc asagao. Alors là, vous en verrez pas forcément sur des sites dédiés, c'est plutôt des choses que l'on cultive chez soi dans les jardinières, en pot, etc. Et vous pouvez en trouver devant les maisons ou sur les balcons. C'est une fleur très appréciée par les Japonais au quotidien. Donc c'est la fin de notre partie sur les fleurs au Japon, et si on a pris le temps de vous en parler autant, c'est aussi parce que évidemment ça fait partie de la saison, et c'est tout l'avantage d'avoir une saison plus humide que ce que nous on pourrait connaître en été, c'est d'avoir justement, si vous avez loupé les floraisons du printemps, et bien vous en avez d'autres de très très jolies également en été, et ça peut vous faire en plus aller un peu plus vers le nord du Japon pour certaines espèces par exemple. Oui, voilà, vous ne serez pas déçus de partir au Japon en été côté floraison. Et si vous nous écoutez pour ce podcast dédié à l'été, on suppose que vous voulez en savoir plus sur la météo typique de cette période-là. Et donc, évidemment, on va vous parler de Tsuyu, la saison des pluies, qui est donc littéralement la pluie des pruniers. Qui va se passer du début juin à mi-juillet dans les régions du Kansai et du Kanto, et qui s'avère évidemment pluvieuse, mais pour autant ce n'est pas une mousson. Oui, comme on peut observer dans d'autres pays d'Asie continentale. Là, on est plutôt sur des grosses pluies ou des averses et un ciel gris un peu bouché à plusieurs jours d'affilée. Donc c'est pas non plus, c'est pas une mousson, c'est plutôt des grosses pluies. Donc ces grosses pluies commencent à tomber d'abord sur Okinawa. Donc à partir de mi-mai à fin mai, cette année, la saison a officiellement commencé le 21 mai, donc avec quelques jours de retard. Donc pour l'instant, Tsuyu se fait attendre. Et ensuite, ça remonte sur l'île de Kyushu et jusqu'au Japon continental à partir de début juin. Et puis à la mi du mois de juin, on est plutôt dans le Tohoku. À savoir qu'il n'y a pas de Tsuyu à Hokkaido, donc c'est une île qui ne connaît pas la saison des pluies. C'est la particularité. C'est une saison en fait qui n'est pas forcément à éviter parce que Tsuyu, donc c'est lié aussi à la météo, donc ça change tous les ans. Donc là, on vous a dit cette année, ça commence avec quelques jours de retard. En général, il y a des années où il fait juste quelques jours de pluie, des années où c'est un peu plus dense, mais ça ne vous empêche pas de visiter le Japon. Tout est de toute façon prévu pour ça en général. Vous pouvez quand même visiter le pays avec un peu de pluie. Il suffit d'être équipé comme il faut, donc plutôt des chaussures imperméables. Si vous avez des bottes, c'est encore mieux. Le fameux poncho anti-pluie, ça fonctionne bien. Et puis, comme c'est pas des pluies froides, vous n'allez pas forcément avoir froid. Il fait plutôt bon, donc vous n'avez pas besoin de vous couvrir beaucoup. En fait, juste vous protéger de la pluie vous suffit. Et puis avoir des vêtements qui sèchent rapidement. Mais au Japon, dans les hébergements, vous pouvez faire fonctionner le séchage rapide dans les salles de bain pour pouvoir sécher vos vêtements. C'est une bonne saison pour les jardins de mousse. On l'a pas évoqué tout à l'heure dans les floraisons, mais pour les jardins de mousse, c'est vraiment la meilleure saison puisque la pluie vient gorger les mousses qui en fait se réveillent après l'hiver. Donc on a vraiment un vert tendre qui est magnifique et puis une densité qui est très très belle. Donc par exemple le fameux jardin des mousses à Kyoto, le Kokedera, il est vraiment idéal à cette période de l'année, à visiter à cette période de l'année. Et puis si vous voulez plus de détails sur cette saison-là, sur Kanpai, sur le site internet, on a donc Tsuyu, la saison de pluie au Japon, sur laquelle vous pourrez trouver un peu plus d'informations encore. Oui, voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau touristique, comme c'est une saison basse, vous avez quand même un peu moins de monde et c'est aussi agréable à visiter sous la pluie avec un peu moins de monde. Et si vous ne le saviez pas, pour faire revenir le soleil, les Japonais, ils ont coutume d'accrocher de petites poupées en papier ou en tissu blanc appelées teru bozu à la porte donc et aux fenêtres de leur maison. Et ça se peut que vous observiez des Japonais chanter une petite chanson, une comptine traditionnelle à ce sujet. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'atmosphère du Japon pendant les périodes de pluie, on vous conseille l'animé Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Donc ça se passe à cette période de l'année et finalement ça rend un Japon assez poétique et magnifique, même si effectivement il pleut beaucoup dans le film. Et vous verrez du coup les petits teru bozu qui sont accrochés aux fenêtres aussi qui sont dessinés.
Et ce que l'on pourrait rajouter pour la météo au Japon à cette période, c'est que c'est aussi le début de la saison des typhons, comme on le disait en introduction. Donc ce sont des dépressions tropicales qui arrivent souvent des Philippines, dans le Pacifique, et qui vont passer au sud des îles japonaises. Ces typhons vont d'abord surplomber Okinawa, puis Kyushu, Shikoku, vers le Kansai ensuite, jusqu'au Kanto. Et donc cette saison des typhons, elle va plutôt s'organiser autour d'août-septembre, voire jusqu'en octobre. Et donc c'est la période dite d'Akisame. Et parfois ça arrive que les typhons frappent l'archipel un petit peu plus tôt, typiquement en juin pendant Tsuyu. Et donc là, on voit le premier typhon au moment où on enregistre cet épisode qui a frôlé les côtes japonaises. Donc oui, le typhon il va pas forcément passer sur le pays, mais ça peut être aussi au large, ce qui va transporter des pluies. Par exemple, là, on a vu à Kyushu, Kyoto et Tokyo, où il y a eu de fortes pluies à cause de ce premier typhon qui était au sud de l'archipel. Oui, au large du Pacifique. Donc oui, donc le premier typhon de la saison 2024 a été annoncé et est passé. Voilà, il y a eu quelques grosses pluies et pas d'alerte particulière niveau sécurité. Tout s'est bien passé. Et en parlant de sécurité, on peut vous faire référence à notre article sur Kanpai encore une fois avec Typhon au Japon, guide et conseils. Ça, c'est régulièrement mis à jour et ça vous permet d'avoir aussi des petits tips. Je ne sais pas si tu peux nous en citer quelques-uns, Marjorie. Oui, donc vous avez différents niveaux d'alerte pour les typhons. Donc quand il juste c'est de la pluie comme le premier typhon qui est passé, vous aurez un temps assez pluvieux comme ce qu'on peut connaître chez nous en Europe et notamment en France depuis déjà quelques mois. Donc ça sera des pluies. Et puis sinon après vous avez quand c'est vraiment l'œil qui passe au-dessus des terres japonaises. Donc plus l'œil passe au-dessus, plus le typhon sera fort. Dans ces cas-là, vous avez des gradations d'alerte. Et puis quand c'est un typhon assez fort, le mieux c'est de rester à l'intérieur de votre hébergement le temps que le typhon passe, donc c'est quelques heures en fait que vous restez enfermé. Vous pouvez avoir aussi des annulations de vols et de trains, donc par sécurité, c'est sûr. Et puis l'avantage, c'est qu'une fois que le typhon est passé, en général, vous avez un très joli ciel bleu. Et donc c'est le moment de ressortir et de profiter de ce ciel dégagé, puisque l'été, souvent, comme on vous a dit, il y a de l'humidité, donc ça apporte aussi beaucoup de nuages et un temps bouché. Et juste après un typhon, on a un temps magnifique qui est dégagé, donc on a un horizon aussi qui est très joli à voir. Ce qu'on vous conseillera toujours, c'est de suivre bien évidemment les consignes de sécurité sur place, de ne pas s'aventurer dehors si on vous conseille de rester à l'intérieur. Évidemment. Sachez après que les typhons, c'est aléatoire. Il y a des années où il n'y en a pas du tout, des années où il y en a un peu plus. Des fois, il y a des dégâts, des fois, il n'y en a pas. C'est un pays préparé, le Japon, au typhon, ils ont l'habitude. Donc, pas d'inquiétude particulière. Du moment où vous restez informé et vous suivez les conseils, tout se passera très bien. Et après avoir parlé de la pluie et du beau temps, nous allons parler pour cette période du fait que l'été au Japon, c'est, on va dire en termes de température, très chaud. Et surtout très humide. Donc c'est plutôt ça qu'il va falloir retenir de cette saison, en juillet et en août notamment. Et ça peut être pour certaines personnes, mais on le redira en conclusion, difficile à supporter, en journée notamment. Mais il existe donc des astuces pour supporter un peu mieux la chaleur estivale au Japon. Oui, voilà. Vous avez plein de petits gadgets qui sont en vente à la saison estivale au Japon qui vont vous permettre de vous rafraîchir sur place, donc notamment des mini-ventilateurs portatifs qu'on peut se mettre devant soi, ou alors des tours de cou rafraîchissants qui fonctionnent très bien apparemment. Alors ça, je ne connaissais pas, j'étais étonnée. Si, ça fait quelques années que ça existe, mais j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui se répand pas mal, ça marche bien, donc vous les mettez au réfrigérateur, et en fait après vous les gardez autour de votre cou. Et il y en a pour les enfants et pour les adultes. Vous pouvez aussi donc porter les vêtements légers et aussi couvrants. C'est pas forcément toujours recommandé d'être peau nue parce que les rayons du soleil peuvent être assez forts. Donc le vêtement léger qui va vous couvrir va vous protéger aussi des rayons du soleil. Donc ça peut être intéressant. Vous avez plein de magasins au Japon de vêtements qui vont vous proposer des gammes aérées. Donc notamment Uniqlo avec leur gamme Dry qu'on peut aussi acheter maintenant en Europe mais qui existe à la base au Japon. Ou des vêtements en lin, etc. qui vont vous permettre de supporter la chaleur, de sécher rapidement et de vous protéger du soleil. Et donc ça, c'est important de mettre ce genre de vêtements dans votre valise puisque c'est vraiment la période qui demande d'être bien habillé justement pour supporter ces chaleurs-là. Oui, voilà, vraiment des vêtements aussi amples parce que la chaleur humide peut vous faire en fait... peut rendre inconfortable les vêtements serrés, donc vraiment des vêtements amples, c'est une bonne recommandation. Et tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais rappelez-vous que très souvent dans les salles de bain japonaises, il y a du coup un mode séchage justement. Oui,
Oui, voilà, ça va avec la climatisation réversible et on peut la forcer pour faire sécher rapidement les vêtements et éviter que des mauvaises odeurs qui apparaissent avec la chaleur humide. Et enfin, on ne pourrait pas vous parler d'une saison sans vous parler des plats typiques qui accompagnent celle-ci. Donc pour l'été, on va parler par exemple des glaces râpées kakigori. Donc ce sont ces glaces pilées, qui vont être plutôt râpées, comme on le disait. Oui, c'est que comme elles sont très finement pilées, on dit qu'elles sont râpées. Donc elles vont s'accompagner d'un coulis ou de thé, par exemple, de thé matcha. Il y en a à tous les goûts, mais c'est vrai que vous verrez souvent sur les affiches ces glaces toutes vertes, justement, qui sont un peu attrayantes justement quand on ne connaît pas. Ça peut être aussi avec les fruits de saison, notamment avec des fraises. Ça peut être avec de la pâte d'haricots rouges, donc azuki. Et ça peut être aussi au chocolat pour la version plus moderne. Aussi, vous verrez souvent le mot unagi, donc les plats avec de l'anguille dedans, des nouilles froides, les somen, où on peut aussi vous conseiller de boire le thé froid comme le matcha, le mugicha. Oui, c'est un thé d'orge qui se boit froid et qui est très agréable en été. On a toute une succession de légumes tsukemono, donc des légumes macérés au vinaigre. Donc oui, le vinaigre en fait est reconnu au Japon pour mieux supporter la chaleur parce que ça vous apporte une petite touche acidité acidulée. Ça va vous permettre de garder aussi un peu d'énergie si la chaleur vous paraît écrasante. Et puis, sans faire une liste très exhaustive, mais il y a aussi plein d'autres mets à déguster, comme les poissons d'eau douce ayu, le citron sudachi, ou les prunes salées et acidulées, umeboshi. Et enfin, il y a forcément les fruits, dont la pastèque, par exemple, qui va être assez répandue. Oui, et puis sinon, il y a aussi les fameuses bières japonaises que l'on va consommer fraîches dans les beer gardens. Donc, c'est les petits établissements qui sont saisonniers, qui sont à l'air libre, donc en terrasse ou sur des toits terrasses, qui s'ouvrent la nuit. Et on va déguster en fait une bière et manger la nuit autour de la table. C'est très convivial. Tous ces plats que tu as cités, Charlie, donc c'est des plats typiquement pour l'été, c'est-à-dire pour vous donner de l'énergie sans vous alourdir. Ça va être des plats qui vont pas en fait vous empêcher de bien digérer, qui vont vous apporter de l'énergie en journée. Et puis pour garder de l'énergie, vous pouvez faire des choses plutôt en intérieur la journée pour mieux sortir la nuit et profiter des nombreuses animations nocturnes. Donc là, on va avoir toute une partie sur les matsuri. Et peut-être avant de conclure là-dessus, Marjorie, on pourrait dire que c'est aussi la période pour partir à la montagne, justement, où l'altitude va faire qu'on va pouvoir être un peu plus au frais, notamment sur l'île d'Hokkaido, comme on le disait tout à l'heure, où les températures vont être plus supportables. Oui, vous pouvez aussi aller faire des randonnées dans les Alpes japonaises ou aller donc dans le Tohoku également. Ce sont des destinations où on sort un peu des sentiers battus et des villes pour pouvoir récupérer, être encadré par la nature et puis bénéficier de températures un peu plus clémentes. Après, vous pouvez aussi aller au bord de la mer, on le dira un peu plus tard, mais c'est aussi la saison où les plages sont ouvertes. Et il faut savoir pour cette période qu'en août, c'est la période la plus touristique pour l'été, parce que c'est aussi le mois de vacances scolaires au Japon. Oui, on en parlera dans notre partie 3 sur les meilleures périodes pour partir pendant l'été. Sachez que début août, les Japonais sont en vacances, donc pour Obon, et les écoliers sont également en vacances. Pour notre seconde partie, Marjorie, nous allons enchaîner avec les événements majeurs de la saison. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ça sera surtout porté sur les fêtes, les événements donc à ne pas oublier quand on est touriste au Japon à cette période, évidemment. Donc, renseignez-vous bien sur les dates. Là, on va citer pas loin de 18 événements différents dans l'ordre chronologique de la saison, surtout les plus importants, on va dire les plus connus, mais la liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Donc, ça vaut le coup aussi de se renseigner, puisque si vous arrivez à un endroit dans le but d'être tranquille et qu'en fait c'est un jour de Matsuri, ce sera peut-être pas la bonne option. Donc renseignez-vous bien si dans la région ou la ville où vous séjournez, il y a des Matsuri, puisque c'est ça aussi qui va donner tout ce charme à l'été avec les fêtes nocturnes notamment. Donc on va en citer quelques-uns et quelques-unes. Oui, Charlie. Donc c'est vraiment la bonne saison pour partir au Japon si vous voulez faire des Matsuri. C'est vraiment la très bonne saison. Il y en a partout, en ville, en campagne, dans des quartiers, à différentes tailles. Là, on va vous citer les plus gros, mais il y en a vraiment partout et c'est vraiment intéressant même de faire des petits Matsuri de quartier, c'est vraiment sympa.
Donc on peut commencer par un matsuri donc au marché extérieur de Tsukiji. Donc c'est le Tsukiji Shishi Matsuri qui a lieu donc cette année du 7 au 10 juin 2024. Et donc là on va observer un défilé de mikoshi à tête de lion. Et donc c'est le festival de la danse du lion qui va se dérouler au sanctuaire Nami-yoke Jinja, donc qui est juste à côté du marché extérieur de Tsukiji. Et d'ailleurs c'est un sanctuaire que vous pouvez visiter toute l'année et vous pouvez voir les mikoshi à tête de lion qui sont exposés le reste de l'année tranquillement dans l'un des pavillons du sanctuaire. Ensuite on reste à Tokyo et on a le Sanno Matsuri. Donc c'est un grand festival de Tokyo qui se déroule donc un week-end autour du 15 juin en année paire. Et donc cette année, ça sera le 7 juin 2024. Il se déroule dans les sanctuaires Hiei et Yakusuni et aussi près du palais impérial. Donc c'est une grande parade qui emprunte les rues au centre de Tokyo. Et ça attire beaucoup de monde vu que c'est un matsuri qui n'a lieu qu'une année sur 2. Autre date à noter sur votre calendrier du 5 au 9 juin 2024, pour la 33e édition, ce sera le festival avec le Yosakoi Soran Festival. Yosakoi en référence à la danse traditionnelle. Donc il y a 2 danses traditionnelles au Japon connues, donc le Yosakoi et le Bon Odori, qui vont être des danses différentes, mais des danses traditionnelles et festives qui vont pouvoir vous ravir lorsque vous y serez. Celle-ci, liée au Yosakoi Soran Festival, se déroule dans les allées du parc Odori et cette fois ça se situe à Sapporo, donc dans le nord du Japon. Oui, à savoir que vous aurez des danses Yosakoi et Bonondori un peu partout au Japon. On vous donne ces 2 mots, il y en a bien évidemment d'autres, mais c'est vraiment les danses qu'on va le plus nous reconnaître et le plus populaire. Et après, on peut enchaîner au mois de juillet, le 7 juillet avec Tanabata. Tanabata, c'est la fête des étoiles, donc c'est une des fêtes traditionnelles annuelles au Japon. Donc là, ça sera nationalement. Vous verrez des décorations dans les rues, donc les gros pompons en fait qui tombent. Il y a toute une symbolique aussi derrière Tanabata parce que là, c'est comme je disais, une fête traditionnelle. Donc pour avoir toutes les explications de qu'est-ce que ça signifie, vous pouvez aller voir notre article qui s'appelle Tanabata et qui va vous expliquer la légende, vous expliquer les symboliques et vous donner quelques noms pour pouvoir fêter cette célébration, notamment à Osaka, qui est assez connue pour Tanabata. Et pour rester sur les articles de Kampai, du 14 au 28 juillet 2024 à Nagoya, vous pourrez également prendre vos places pour le tournoi de sumo par exemple. Donc c'est à cette période-là que vous allez pouvoir y assister. Oui, et d'ailleurs les places sont déjà ouvertes en ligne ou presque ouvertes. Oui, en plus de ça, c'est vrai que c'est des places difficiles quand même à... Il y en a qui partent vite. Après, Nagoya, comme ce n'est pas ni Tokyo ni Kyoto, vous aurez peut-être plus de chances d'avoir des places plus longtemps. Et pour revenir au Matsuri, est-ce que tu pourrais nous parler, Marjorie, du Matsuri du Gion, justement ? Oui, donc à Kyoto, on a un Matsuri estival qui est très connu, qui s'appelle le Gion Matsuri, et qui se déroule en fait tout le mois de juillet, puisque ce sont une préparation dans chaque quartier du centre-ville, avec 2 importantes parades qui se déroulent en journée, le 17 juillet puis le 24. Donc là, c'est pareil. Pour tous les détails, vous allez voir notre fiche Gion Matsuri sur Kampai. Donc c'est un des gros festivals annuels de Kyoto, le plus connu, le plus populaire, celui qui attire le plus de monde, puisque c'est l'été. Après, il faut savoir que les parades en journée, donc comme on le disait tout à l'heure, il fait assez chaud. Donc c'est très joli à voir, puisque c'est un festival qui est classé à l'UNESCO pour ses chars qui sont magnifiques. Par contre, protégez-vous bien de la chaleur pendant le temps d'attente et le temps du défilé parce que ça peut être assez difficile à supporter. Donc, hydratez-vous et protégez-vous de la chaleur. Mais on a toutes les infos sur notre article. Autre Matsuri important, ça va être celui à Osaka, le Tenjin Matsuri, qui se déroule les 24 et 25 juillet.
C'est un très joli matsuri qui se passe donc la nuit avec une parade sur l'eau, sur la rivière principale qui traverse la ville et ponctuée par un feu d'artifice à la fin. C'est très bon enfant, il y a des stands de yatai partout, vous pouvez vous régaler, défiler en yukata et regarder en fait les bateaux décorés, parader sur l'eau. On enchaîne après avec une autre fête traditionnelle donc, qui s'appelle Obon, on vous en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc Obon, c'est la fête des morts, à la base c'est un rituel bouddhiste qui a donc cette fête Obon a 2 dates pendant l'été pendant laquelle il est célébré au Japon, donc autour du 15 juillet pour une partie du Japon, donc notamment la ville basse de Tokyo, donc Shitamachi, à Osaka et dans le Tohoku. Et sinon, la plupart du temps, on connaît Obon pour être fêté autour du 15 août. Donc en général, il y a quelques jours fériés de vacances scolaires au Japon, donc autour du 10 au 15 août. Et donc c'est une fête où on va se réunir en famille donc pour célébrer les morts de la famille qui vont ce jour-là venir en fait rencontrer symboliquement les membres de la famille qui sont toujours sur Terre et on va faire une célébration à l'arrivée des morts et au départ des morts, donc une célébration symbolique. On a également un article très détaillé qui va vous expliquer en fait comment ça se passe et aussi les répercussions que ça a sur le tourisme au Japon. Donc c'est une grande période de vacances scolaires où les Japonais vont rentrer chez eux. Donc il y a beaucoup de déplacements dans les campagnes ou au bord de la mer pour aussi un peu se rafraîchir et partir en vacances. Donc c'est aussi, il y a beaucoup de matsuri à cette période. Il y a des danses bon-odori dans les temples qui sont mis en place pour pouvoir fêter ce rituel. Donc c'est assez important, c'est un des événements de l'été majeurs au Japon. Donc c'est important aussi de bien s'y préparer pour les transports notamment. Oui, exactement. Et donc ça se traduit à Tokyo par un festival qui est assez connu qui s'appelle le Mitama Matsuri, donc qui a lieu cette année du 13 au 16 juillet. Donc ce que je rappelle, c'est qu'à Tokyo, ils vont plutôt fêter Obon autour du 15 juillet. Donc c'est le festival des lanternes au Yasukuni Jinja, qui est très joli, pareil à voir, de nuit évidemment, quand les lanternes sont allumées. Et puis vous avez tout un ensemble d'animations qui vont se mettre en place la nuit, donc avec des danses traditionnelles. C'est très adapté aux enfants, aux familles, c'est chaleureux, c'est convivial. À la fin du mois de juillet, on a aussi un grand événement à Tokyo, c'est les feux d'artifice au bord de la rivière Sumida, qui sont donc tirés le dernier week-end de juillet, qui attirent beaucoup de monde sur les berges de la Sumida. Donc là, si vous voulez y aller, renseignez-vous parce que il y a des autorisations à avoir pour avoir des places, donc il faut le faire en amont. Après, vous pouvez aussi observer le feu d'artifice à travers d'autres lieux un peu plus éloignés, mais que vous verrez quand même, qui sont là ouverts au public. Il suffit de connaître les adresses. Donc le feu d'artifice, il s'appelle Tokyo Sumidagawa Hanabi Taisai. Donc comme son nom l'indique, c'est un grand feu d'artifice au bord de la Sumida. Il n'avait pas été tiré donc en période de Covid et il est revenu d'actualité depuis l'année dernière. Et c'est magnifique à vivre en vrai. Et pour commencer le mois d'août en festivités, je vais vous parler de 3 grands festivals dans le nord du Japon qui vont se dérouler à la même date. Donc ça va être de grands défilés, des défilés vraiment grandioses qui vont se dérouler dans des villes. Et là, on pourra faire un petit point, Marjorie, pour dire que souvent, en fait, surtout quand c'est dans des villes moyennes, mais c'est vrai qu'il faut réserver aussi ces hébergements bien en avance lorsque vous préparez votre voyage, vu que les Japonais aussi, ils vont prendre des logements pour y séjourner. Si vous voulez être sûr de pouvoir faire ces destinations et ces festivals, on peut que vous conseiller de vraiment plusieurs mois en avance, pas 3 mois, hein, vraiment au moins 6 mois, 1 an, oui, peut-être même en avance. Carrément, ouais. Si c'est ouvert à la réservation 1 an en avance, vous pouvez le faire, parce que de toute façon, les hébergements seront pris d'assaut dans ces villes qui sont du coup moyennes à l'année et qui là accueillent un nombre de touristes très important. Surtout que, comme on le disait, les transports, ça peut être un peu saturé. Donc, si vous devez faire juste un aller-retour dans des endroits un peu plus reculés, etc., c'est vraiment pas quelque chose qui va être fait pour savourer votre matsuri, surtout si ça se déroule la nuit. Donc,
après ce petit point logistique, donc pour ces 3 festivals, donc on va commencer peut-être avec le Nebuta Matsuri du 2 au 7 août à Aomori, qui va être un défilé de chars lumineux et décoré de figures traditionnelles en papier washi. Donc c'est ce fameux papier qui va être à la fois très fin mais aussi souvent décoré, peint, et donc en plus là ça va être illuminé de l'intérieur, donc ça nous fait de très très belles couleurs. On a également le Nebuta Matsuri du 2 au 7 août à Hirosaki, qui va être un défilé de tambours géants et illuminé également. Enfin, je vais citer le Akita Kanto Matsuri du 3 au 6 août, donc là vous voyez bien que les 3 festivals se déroulent à la même période. Qui est un tournoi de portée de perche lanterne Kanto dans les rues de la ville d'Akita justement. Oui, et donc ces 3 festivals, on a quelques informations dessus sur Kanpai. Donc par exemple pour le Nebuta Matsuri, on a été faire le musée qui est ouvert à l'année et dédié à ce festival. Et donc on peut voir les chars en fait qui défilent dans l'année. Là on peut les voir à l'intérieur dans le musée. Donc ils sont magnifiques à voir toute l'année. Et si vous voulez un aperçu de quoi ça peut rendre, je vous conseille d'aller voir l'affiche. Et sur le Akita Kanto Matsuri, c'est pareil, on a été faire un musée sur ce Matsuri-là où on peut en fait s'essayer à porter soi-même les perches lanternes Kanto. Sachez que c'est pas si facile que ça. Que c'est assez lourd et il faut beaucoup de dextérité. Mais vous pouvez les voir en vrai, ce que ça donne. Voilà, ce sont 3 grands festivals qui sont magnifiques, qui se déroulent en partie en journée et surtout la nuit quand toutes les lanternes sont illuminées. C'est très convivial et voilà, ça permet de mettre en avant aussi une région, le Tohoku, qui est moins connue des touristes mais qui vaut la peine d'être visitée, surtout en été. Les températures sont plus clémentes, je le rappelle. Et puis si pendant ce séjour en été, vous êtes sur l'île de Shikoku, on peut vous recommander d'aller à Tokushima du 12 au 15 août pour le Awa Odori. Oui, ce grand festival dédié à la danse Awa Odori qui est très connu au niveau national et aussi international, qui est aussi du coup très couru. Donc ça rejoint ta remarque, Charlie, sur le Tohoku. Au niveau des hébergements à Tokushima, il vaut mieux réserver très en avance ou réserver dans une ville à côté et venir en transport en commun assister au festival, sachant qu'il se déroule sur plusieurs jours. Si vous venez en journée, il y a un peu moins de monde. Si vous venez en début de soirée, c'est là où tous les groupes de danse vont se représenter, donc il y aura un peu plus de monde. Mais voilà, vous pouvez quand même avoir plusieurs options pour aller à ce festival et pouvoir en profiter. C'est pareil, on a une fiche dédiée au Awa Odori de Tokushima sur Kanpai. Donc autour du 15 août et aussi toujours dans le cadre de Obon, on a un autre festival que l'on peut citer qui s'appelle le Gozan no Okuribi et qui est en fait le festival des feux de Kyoto qui se déroule le 16 août en soirée. Donc c'est là où en fait vous avez des énormes kanji qui sont dessinés sur les pentes des montagnes les plus sacrées autour de Kyoto et qui sont mis en fait en feu avec des torches. Donc c'est un rituel à la base donc bouddhiste. Donc on va en fait donner des plaquettes où on a écrit nos vœux dans les temples qui vont ensuite les porter sur les pentes des montagnes et les mettre en feu pour purifier tout ça. C'est un festival qui est assez confidentiel dans l'atmosphère, dans le sens où il n'y a pas du tout de stand yatai, il n'y a pas du tout d'événements en fait, d'animation particulière. C'est vraiment un rituel religieux et on va admirer au loin les kanji se dessiner sur les pentes des montagnes. Donc c'est quelque chose qui peut intéresser les personnes qui vraiment sont amateurs de religion ou d'aspect spirituel. C'est moins festif que les autres Matsuri qu'on vous a cités précédemment. À ce jour, on n'a pas de date exacte, mais c'est autour du 15 août. Si vous voulez remonter vers Tokyo et si vous n'avez pas eu assez d'eau, mais que vous avez très chaud, on peut vous conseiller le festival de l'eau Fukagawa Hashiman Matsuri, où on va s'arroser en journée pour se rafraîchir, et ça se passe au sanctuaire Tomioka Hachimongu, dans le quartier de Koto Shitamachi. Là également, on a toujours une fiche, Marjorie. Oui, donc c'est un Matsuri qui se déroule sur 3 éditions, donc 3 années. Il y a 3 éditions différentes et la principale édition, celle où en fait le mikoshi le plus important, donc le char portatif le plus important est défilé, s'est déroulé l'année
l'année dernière, donc en 2023. Et donc là, vous aurez une autre version de ce Matsuri. Et nous, celui qu'on avait fait pour Kampai, c'était le Matsuri dédié aux enfants. Donc vous verrez plein de photos avec des enfants qui portent des petits chars mikoshi. C'est très bon enfant. C'est très mignon à voir et ça tombe très très bien au niveau de la saison vu qu'on se fait arroser. C'est très rafraîchissant. Si on remonte du côté d'Akita, un peu plus au nord, et dans la ville de Daisen, si vous êtes amateur ou amatrice de somptueux feux d'artifice, eh bien, on peut vous conseiller donc les feux d'artifice Hanabi Domagari, qui vont être tirés le long du fleuve Omonogawa le dernier samedi d'août. Oui, voilà, c'est un grand spectacle pyrotechnique qui est assez réputé nationalement et internationalement. Donc c'est vraiment, vous voulez des grands feux d'artifice, vous pouvez aller à Daisen à Akita. Et enfin, pour terminer sur notre longue liste de festivals et de Matsuri, on peut vous parler de la version Tokyo Heat et un peu plus petite peut-être par rapport à celle de Tokushima, le Koenji Awa Odori qui se déroule l'un des 2 derniers week-ends d'août. Donc là, cette année, ce sera la 65e édition. Ça se déroulera du 24 au 25 août 2024 dans le quartier de Koenji à l'ouest de Tokyo en fin d'après-midi. Et donc ça attire également beaucoup de monde. Oui, c'est un très joli Matsuri que l'on a fait. Donc, on a une fiche de visite sur Kampai qui vous donne plein de détails. Pour ceux qui auront loupé Tokushima et le grand Awa Odori sur l'île de Shikoku, il vous reste le Koenji Awa Odori qui est vraiment très sympa à faire et vous verrez plein de groupes représentés avec tous les âges, les enfants, les femmes, les hommes et les personnes plus âgées. C'est une ambiance très conviviale et le quartier de Koenji est vraiment très agréable à faire et ce moment est vraiment, on vous le conseille de le faire si vous êtes au Japon à la fin août. Vous aurez peut-être aussi un peu moins de monde puisque les Japonais sont à ce moment-là, ils ne sont plus en vacances, ils sont retournés au travail, à l'école et donc il vous reste que les locaux qui seront là en fait. Donc si vous allez au Japon en été, nous on vous conseille fortement de participer ou d'aller observer l'un de ces festivals ou Matsuri. Réservez bien vos logements très en avance, renseignez-vous bien également sur les transports, mais c'est vraiment des événements qui vont être très chaleureux, avec beaucoup d'énergie, ça va être vivant, coloré souvent, à la fois spectaculaire et grandiose, donc c'est vraiment quelque chose qui va participer à vos souvenirs de voyage. En plus de ça, c'est très japonais dans le sens, c'est typique nulle part ailleurs, vous pourrez voir aussi cette énergie folle qui peut s'en dégager à la japonaise et qui dénote aussi beaucoup de ce que vous pourrez voir dans votre voyage avec des Japonais peut-être aussi plus discrets, plus calmes. Oui, ça va aussi faire la fête. Et sinon, pour les autres événements majeurs de la saison qu'on peut citer, c'est l'ouverture de tous les sentiers de randonnée en montagne, puisque la neige est partie depuis déjà quelques semaines. On peut faire donc des randonnées, surtout s'il fait chaud en ville, partez vous ressourcer à la montagne. Et on a la fameuse ascension du mont Fuji qui est ouverte de début juillet à tout début septembre, mais en gros on dit de juillet à août. Sachez que pour cette année, en fait, l'accès à la montagne sacrée a été modifié. Donc maintenant, le passage en fait pour grimper est obligatoirement payant. Vous pouvez le payer en avance en ligne sur Internet et du coup réserver votre place parce qu'il y a aussi maintenant un nombre de grimpeurs limité en journée et également la nuit. Et la nuit, vous avez aussi l'obligation de réserver un lit dans l'un des refuges qui jonchent le sentier Yoshida, donc le principal sentier pour grimper la montagne. Bon, sachez qu'on reviendra là-dessus dans un podcast dédié dans quelques semaines, Charlie. Oui, et puis on en a parlé dans le podcast Actualité du mois de mai aussi. Donc là, on y a passé, je pense, une petite dizaine de minutes où vous avez déjà tout un lot d'informations, mais on va y revenir plus en détail prochainement avec Gaël. Voilà, donc sachez que sinon il y a d'autres sentiers de randonnée qui existent au Japon, c'est quand même une île volcanique avec beaucoup de montagnes. Donc si vous ne pouvez pas faire l'ascension du mont Fuji, on a d'autres monts assez hauts ou des moyennes montagnes aussi pour des randonnées plus familiales qui peuvent se faire à la journée très facilement. Et puis on a parlé de pluie, mais c'est évidemment une période où on peut profiter des plages et donc c'est la période aussi où les plages surveillées vont ouvrir au Japon. On va évidemment vous conseiller les superbes baignades à Okinawa.
mais aussi le long de certaines péninsules sur le littoral pacifique, comme à Miura, Izu, Ise-shima. Oui, ce sont des péninsules qui ont des jolies plages de sable, qui sont très réputées le Japon en été. Et puis vous pouvez aussi côté Kansai descendre à Wakayama. En plus du pèlerinage de la Kumano-Kodo, vous avez aussi des belles plages de sable fin. Et puis sinon, l'île de Kyushu avec Fukuoka, on a aussi des plages intéressantes à faire. Et on peut aussi penser au bord de lacs, et notamment le grand lac Biwa, donc à l'est de Kyoto. Il héberge quelques plages avec une eau du coup très calme, vu que c'est le lac. Et enfin, en conclusion, on pourra également vous préciser que si la chaleur au final vous indispose une fois que vous êtes au Japon pendant cette période-là, pensez évidemment qu'il y a énormément de visites en intérieur à faire. Et donc là, tout ce qui est clim, etc., donc ça fonctionne du tonnerre au Japon. Donc vous avez évidemment plein de choses en intérieur à faire et pour les journées pluvieuses s'il y en a également. Oui, voilà, les musées, les centres commerciaux, typiquement, ils sont tous climatisés et vous pouvez vous rafraîchir à l'ombre quand les journées sont trop chaudes. Et enfin, nous allons attaquer notre troisième partie qui concerne les meilleures périodes pour partir au Japon en été. Donc là, ce sera un petit peu plus court. Et donc Marjorie, l'été, c'est l'une des saisons les plus touristiques au Japon. Oui, voilà, donc avec le printemps, l'été, c'est aussi une haute période de vacances touristiques, puisqu'on a les touristes étrangers qui viennent au Japon pendant les grandes vacances et les Japonais qui sont également en vacances, eux, alors pas pendant 2 mois, mais surtout les 15 premiers jours d'août. Donc, du coup, il faut savoir que le mois de juillet était, jusqu'à avant le Covid, le mois le plus visité par les touristes étrangers. Maintenant, les chiffres de fréquentation changent un peu, on n'est plus sur les mêmes dynamiques. Et il faut savoir que côté français, le printemps et l'automne sont davantage touristiques que l'été. Je pense qu'on a peur de la chaleur, donc on vient un peu moins. Mais faut savoir que ça reste quand même une très haute période touristique, notamment pour les touristes étrangers qui viennent d'Asie, juste à côté, et qui vont au Japon pour quelques jours pour profiter des matsuri, etc. Au niveau des vacances nationales, donc en plus de Obon à la mi-août, il y a 2 jours fériés au Japon pendant cette période. Donc le jour de la mer, qui est le 3e lundi de juillet, donc cette année ça sera le 15 juillet 2024, et puis le jour de la montagne qui est le 11 août. Et donc le 11 août se cale avec Obon. C'est pour ça que vous avez un pont souvent qui s'opère entre le 10 et le 15 août au Japon de vacances scolaires et de vacances nationales. Et concernant les 2 jours fériés, donc de la mer et de la montagne, ce sont des jours qui sont relativement récents. Donc il n'y a pas forcément de rituels traditionnels qui sont associés. Vous ne verrez pas forcément beaucoup de choses par rapport à ces 2 jours fériés au Japon, d'animation ou de décoration, etc. Par rapport à tout ce que l'on vous a dit jusque-là, Marjorie, tu vas nous faire un petit point sur les meilleures périodes pour profiter au mieux de l'été. Parce que vous avez vu en plus, tu disais que c'était la période la plus fréquentée en 2019. Donc c'est vraiment qu'il y a plein de choses à faire et que la pluie n'empêche absolument pas de voyager au pays du soleil levant. Non. Oui, donc en fonction de la météo et aussi de la fréquentation touristique et donc potentiellement du meilleur rapport qualité-prix pour partir au Japon, les périodes qu'on recommande à l'heure actuelle, c'est plutôt donc de début à la mi-juin, donc dans pas longtemps finalement, pour en fait profiter des floraisons qui ont lieu vraiment à cette période. C'est pendant le début de Tsuyu, mais c'est pas forcément quelque chose qui doit vous empêcher de voyager, puisque de toute façon, en fonction des années, Tsuyu est plus ou moins important. Des fois, c'est juste que quelques pluies, des fois, c'est un peu plus important, mais voilà, ça reste une saison qui peut se visiter. C'est une saison, donc, comme ce qu'on disait, qui est basse au niveau touristique, donc un meilleur rapport coût, transport et hébergement, et aussi moins de monde sur les sites à visiter, donc ça, c'est quand même pas négligeable. Surtout en cette période de reprise touristique au Japon. Et puis voilà, vous avez des jardins qui sont verdoyants et fleuris et qui sont quand même assez magnifiques. Et la deuxième période qu'on va recommander, ça va être après le 15 août. C'est pareil, toujours pour avoir un peu moins de touristes, donc après Obon. Les Japonais repartent au travail et à l'école, et donc on a un peu moins de monde sur les sites touristiques, moins de monde dans les transports, puisqu'il y a moins de personnes en vacances. Et on commence aussi à avoir des températures un peu plus clémentes en termes de chaleur, donc ça commence un peu à baisser, puisqu'on sent un peu l'automne arriver.
Et donc ça peut être intéressant de voyager à ce moment-là. Et puis aussi, si vous partez après le 15 août, vous pouvez étendre votre période de voyage jusqu'en septembre. On le verra dans notre podcast consacré à l'automne, mais septembre est aussi un mois bas au niveau touristique et donc aussi une occasion de visiter le Japon un peu plus tranquillement. Et même si cette période reste une période potentielle de typhon, voilà, le mot potentiel fait qu'il y a des années où il n'y en a pas du tout, des années où ils sont tout petits. Et que si cela vous arrive pendant votre voyage, ça sera quelques heures où vous resterez à votre hébergement et puis après vous pourrez ressortir sans problème. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, on est habitué au Japon à gérer ce type d'événements, donc vous verrez les infos passer de partout et puis les gens bien se comporter face à cet aléa. Et pour conclure ce podcast sur l'été au Japon, Marjorie, on pourrait peut-être parler de à qui se destine peut-être cette période, parce que c'est vrai qu'on vous dit qu'il y a de la pluie et de grosses chaleurs, mais c'est surtout qu'on voudrait vous alerter sur le fait que si vous êtes des personnes plutôt fragiles en termes de santé, ou en tout cas sensibles pour ces périodes qui vont être très chaudes et humides en même temps, mais c'est vrai que c'est pas du tout la période que l'on va vous recommander pour que le voyage reste agréable. Après, si vous êtes en pleine forme, là c'est faut foncer dans le sens où vous allez pouvoir vivre un Japon vraiment différent et très festif. Donc, à bien saisir que la chaleur au Japon, c'est vraiment quelque chose qui se ressent très fortement. Donc c'est pas à négliger et puis s'équiper en fonction pour vivre au mieux votre voyage. Oui, voilà, du moment où vous êtes prévoyant et vous vous habillez comme il faut et vous vous hydratez bien, il n'y a vraiment pas de risque particulier. Sachez qu'en ville, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de choses sont climatisées, notamment les hébergements. Vous aurez des hébergements climatisés quasiment tout le temps. Donc ça, c'est aussi des lieux où vous pouvez vous reposer, le temps de supporter la chaleur. Et puis, le pays est fait aussi, c'est adapté à ça. Donc c'est pour ça que vous avez plein de matsuri nocturnes qui vont prolonger en fait votre journée jusque dans la nuit, chose qui se fait un peu moins les autres saisons. Les autres saisons, on va vous conseiller de visiter tôt en journée et le soir, vous aurez moins d'animation, moins de choses à faire. Là, c'est l'inverse. Vous pouvez commencer votre journée très tôt, dès le lever du soleil, pour profiter d'une température clémente, plutôt ralentir en milieu de journée, vous reposer et puis repartir en fin d'après-midi et en soirée pour les matsuri, les festivals et profiter de la convivialité japonaise l'été. C'est ce qui pourrait être à retenir aussi de cette saison, c'est que le Japon est justement adapté, comme tu le disais, à l'été, donc vraiment ça ne va pas pâtir à votre voyage. Non, pas du tout. Et puis voilà, vous avez plein de destinations, vous pouvez partir en altitude, ce qu'on disait, vous baigner dans l'eau, au bord de la mer, il y a plein de choses qui peuvent... vous n'êtes pas obligé de rester en ville pendant toutes vos vacances, n'hésitez pas à aller découvrir des nouvelles destinations plus nature. Et puis, on en reparlera surtout sur nos podcasts liés à la saison de l'automne, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle saison qui commence à s'annoncer petit à petit en termes de tourisme, c'est le mois de septembre, puisqu'il y a un petit peu moins de monde, ça reste accessible en termes de prix, et puis on est un petit peu après justement cette période de pluie, donc c'est aussi une période qui commence à connaître son succès chez les touristes étrangers. Oui. Eh bien Marjorie, je te propose de conclure ce podcast une fois pour toutes et puis je te dis à très bientôt. Merci pour le temps accordé. Puis nous, on vous remercie évidemment, chers auditeurs et auditrices, pour le partage que vous nous faites sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous noter plein d'étoiles sur les plateformes de podcast et à partager les stories ou ce que l'on peut poster sur Twitter, Instagram, Threads, etc. Donc on vous dit à très bientôt. Merci encore Marjorie. Merci Charlie. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.